Donc, on commence par d'abord de 1, troisième loi de Newton. Ou ce qu'on appelle la loi universelle de la gravitation, établie par Newton en 1687. Voici l'énoncé de cette loi. Deux corps ponctuels de masse MA et MB s'attirent avec une force proportionnelle, s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle à chacune des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette force a pour direction la droite qui passe par le centre de gravité de ces deux corps. Donc on mettra un schéma. Là, un corps A et là un corps B. Là c'est GA et là c'est GB. Donc je mettrai là c'est GB, là CB, là c'est MA et là c'est MB. Et on notera cette distance là c'est R. C'est la distance qui sépare les deux centres d'inertie des deux masses A et B. Donc, cette force-là, F de A sur B, est égale à moins F de B sur A. Et si nous essayons, je choisirai un vecteur unitaire, là, U. Sans oublier que la force là, c'est F de A sur B, et de ce côté-là, c'est F de B sur A. C'est la force exercée par A, c'est une force qui est attractive, A sur B, et là, B exerce une force attractive sur A, qui est F de B sur A. Et la première des choses, il faut mettre en tête que l'expression de F, par exemple, si j'écris F de A sur B, c'est, je vais essayer d'abord de mettre F de A sur B est égal à F de B sur A est égal à G fois MA fois MB sur R au carré. Le carré de la distance qui sépare les deux centres de gravité, GA et GB. Parfois, on demande d'écrire l'expression, le vecteur F de A sur B, et vous voyez que F de A sur B, elle est portée par la même droite du vecteur unitaire U, de sens opposé. Je vais mettre moins G, MA, fois MB sur R au carré porté par le vecteur U. Par contre, F de B, F de A sur B, elle est portée par la même droite de B sur A. F de B sur A. F de B sur A. Et vous voyez, de même sens, ça sera plus G, MA, MB sur R au carré porté par U. Donc, si on nous demande d'écrire l'expression vectorielle de la force liée à cette attraction gravitationnelle mutuelle entre les deux corps, il faut faire attention aux signes. Donc, on peut calculer G, c'est une constante universelle, toujours il est donné, c'est 6,67
10 à la puissance moins 11 unités internationales. Nous pouvons la déterminer, c'est le newton fois mètre carré sur le kilogramme carré, ou nous pouvons ça, on peut l'exprimer en fonction des unités de base, le mètre, le kilogramme et la seconde. On verra par la suite comment le faire, parce que F, c'est en kilogrammes, c'est MA, kilogramme fois le mètre, si on faisait l'équation dimension de F. Ça sera une masse, MA, une longueur fois T moins 2. Et de l'autre côté, on aura G fois une masse au carré sur une longueur au carré qui doit être, cette dimension doit être une masse fois L fois T carré, T moins 2. Et pour G, ça sera L carré fois M fois L fois T moins 2. Et là, c'est M, au lieu de diviser, c'est M moins 2. Donc, F, c'est MA, M mètre seconde moins 2. Et je vais mettre là, c'est l'équation de dimension de G, masse fois la masse, c'est masse au carré sur la distance. Et pour avoir l'équation de dimension de G, je mettrai ML T carré, c'est F. Je diviserai par M là, c'est M moins 2. Et je dois multiplier par L carré. Je peux simplifier ce qui peut être. Donc ça reste une longueur L3. Masse moins 1 fois T moins 2. C'est le mètre à la puissance 3. Donc l'unité G en mètre 3, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Donc, la constante, l'unité de G, en unité de base, c'est 6,67, 10 à la puissance moins 11, mètre à la puissance 3, kilogramme moins 1, seconde moins 2. Donc, c'est la première des choses. On va utiliser cette force par la suite dans l'étude. Donc la question à laquelle on va suivre, c'est l'étude. C'est troisième mouvement d'un satellite là, c'est de 1. Troisième loi de Newton. On passe à l'étude. On passe à l'étude du mouvement d'un. Donc, dans cette partie de 2, étude mécanique de satellite en mouvement circulaire autour de la Terre. Là, on va passer de considération, au lieu de considérer que l'orbite est une ellipse, là, on va supposer et vérifier qu'un satellite qui est en orbite circulaire autour de la Terre a une vitesse constante si l'orbital est circulaire. La vitesse de ce satellite autour de la Terre s'effectue selon un mouvement circulaire uniforme. Donc pour cela, on doit dès le départ prendre comme supposition que le satellite réalise un mouvement circulaire. Et par la suite, on doit vérifier que la vitesse de ce satellite autour de la Terre est constante. Et par la suite, le mouvement est circulaire uniforme. Donc, étude mécanique.
le système étudié, ça sera le 7 litres. Donc, on va essayer de faire un schéma. Donc, on prendra un 7 litres de masse petit m. Et de centre d'inertie S. Le référentiel dans lequel on doit appliquer la deuxième loi de Newton doit être galiléen. Et on utilise l'axe, le repère géocentrique, c'est-à-dire l'origine, c'est est dirigé vers 3 étoiles fixes. Et on va voir par la suite, puisque la nature du mouvement il est supposé circulaire, on passera de cette référentiel à un autre où l'application de cette loi elle est facile. Donc le référentiel, si on nous demande, généralement on demande quel est le référentiel utilisé dans cette étude, on doit répondre ainsi. On utilise un référentiel géocentrique qui est supposé galiléen selon la durée pendant laquelle s'effectue cette étude. Le repère, donc là, c'est le référentiel. En utilisant, on passera de ce référentiel géocentrique à un repère de Freinet. On utilise cette base, il y a le vecteur unitaire normal n, il y a u et k qui est perpendiculaire au plan du cercle. Et par la suite, dans ce cas-là, le mouvement, nous l'avons déjà étudié, le mouvement, ça sera un mouvement plan, et n et u suffisent pour cette étude-là. Nous avons déjà parlé de cette étude-là, que l'accélération, elle a une composante normale et une composante tangentielle. Donc c'est un référentiel, ce repère Freinet, d'origine S, et il est confondu avec le centre d'inertie de 7 litres, et il est mobile. Et par la suite, nous pouvons appliquer la deuxième loi. On suppose deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à MA, dans ce cas-là S, et nous appliquons cette force-là nous devons représenter la force exercée par la Terre sur le satellite. Voilà, c'est F de T sur S. Et nous supposons que la seule force exercée sur le satellite est cette Fs de T. Ça veut dire que F T sur S est égal à MAS. Et dans le repère de Freinet, nous avons F de T sur S, c'est plus G fois M de S fois M de T sur la CR, sur R carré, et sur U c'est 0, est égal à MS V carré sur R, et là, MS D de V sur DT. Et de là, on peut tirer que V est égal à une constante, et cette vitesse neutre là, je simplifie par MS,
Je simplifie par R et ça donne V carré est égal à G fois MS fois MT, pardon, pas MT, sur R. Et par la suite, la vitesse avec laquelle, qui est une constante, donc V est égal à la racine carrée de G fois MT sur R. Et R, c'est la distance que sépare le centre de gravité de la Terre, le centre d'inertie de la Terre et le centre d'inertie de cette ligne. Et nous avons supposé que le mouvement est circulaire. Ça veut dire que l'expression de l'accélération est la ms v carré sur r et ms d de v sur dt. De là, la vitesse elle est constante. Il ne faut pas oublier, c'est la vitesse est constante, g constante et n constante. Donc r elle est constante. C'est le rayon de l'orbite circulaire d'évolution de ce satellite. Donc c'est ça ce que nous avons proposé au départ. Nous avons dit qu'on suppose, on va vérifier qu'un satellite qui a une orbite circulaire, là, dans cette écriture, pour le mouvement circulaire, les composantes de vecteur accélération, c'est là où se manifeste le terme circulaire. Parce que dans le mouvement circulaire, les composantes de l'accélération, il y a AN qui est égal à V carré sur ρ, normalement sur ρ, le rayon de courbure, et si on veut généraliser, et là, c'est AT qui est égal à D de V sur DT. Et de là, nous avons abouti à que la vitesse est constante et aussi la vitesse constante et là le rayon il est constant et par la suite le mouvement que réalise le satellite est un mouvement circulaire uniforme. Donc, on a vérifié que lorsque un satellite a une trajectoire circulaire, alors sa vitesse est constante et son mouvement est circulaire uniforme. Ce qui est pas la réalité. Nous avons choisi cette proposition. Nous avons choisi si la trajectoire est circulaire, alors sa vitesse elle est constante. Donc ce qui n'est pas en contradiction avec la première loi de Kepler. Première loi de Kepler, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons vu que, d'après la que le mouvement des planètes s'effectue selon une ellipse. Deuxième loi, c'est la loi des airs. Il nous a donné que la vitesse, puisque l'orbite est elliptique, alors la vitesse, elle varie. À chaque instant, la planète a une vitesse qui correspond à chaque instant, qui lui correspond à chaque instant. Mais si nous considérons que, en approximation, que l'orbite est circulaire, alors automatiquement on aboutit à une vitesse qui est constante et l'orbite, évidemment, que nous avons choisie, elle est circulaire. Donc on passe à la période T de révolution que nous avons parlé dans la troisième loi de Kepler. Donc période de révolution. Période de révolution. C'est grand T.
nous l'avons défini au départ. C'est la durée nécessaire pour qu'une planète réalise un mouvement, un tour autour du Soleil. Aussi, il s'agit d'un satellite. C'est la durée pendant laquelle ce satellite réalise un tour autour de la planète considérée. Dans ce cas-là, c'est la Terre. Donc, nous avons établi tout à l'heure que V est égal à la racine carrée de G fois mt sur R. Et de là, un mouvement circulaire uniforme que V, la vitesse linéaire est égale à R fois oméga, et oméga est égal à 2 pi sur t, et de là on peut tirer que V est égal à 2 pi fois R sur t. Et par la suite, t ça sera 2 pi fois R sur V. Je vais injecter V dans cette expression. Oui, il vaut mieux de prendre t carré pour simplifier. Donc t carré est égal à 4 pi carré fois R carré sur V carré. Et si je remplace V est égal à 4 pi carré R carré sur G fois mt sur R. Et finalement, l'expression de t, ça sera je mettrai t carré d'abord pour ne pas se tromper dans les calculs. Ça donne 2 pi carré. Et là, si je mets par l'inverse, ça sera R3 sur G fois mt. Et de là, nous avons déjà parlé que t carré sur A, dans ce cas-là sur R, de là, je vais écrire cette relation-là, que t carré sur A, ou qui est R, dans ce cas-là, R, t carré sur R3 est égal à 4 pi là, c'est 4 pi, est égal à 4 pi carré sur G fois mt. Là, c'est la troisième loi de Kepler, sauf dans la loi de Kepler, nous avons utilisé t carré sur A3 est égal à 4 pi carré sur G mt. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de l'ellipse, nous avons dit que le cercle est un cas particulier de l'ellipse lorsque A, nous avons écrit x carré sur A carré plus y carré sur B carré est égal à 1. Lorsque A est égal à B, les deux foyers sont confondus, f et f' sont confondus avec le centre et on obtient un cercle. Au lieu de parler de A, on parlera de R. Donc, en résumé, là, nous avons parlé de troisième loi et nous avons posé uniquement est égal à K. Donc, la question qui va être posée dans un exercice, en appliquant le deuxième loi de Newton, vérifier ou établir la troisième loi de Newton. Donc nous devons faire tous ces passages et aboutir à cette expression-là. La première, si nous voulons revenir à T, là c'est pour la troisième loi. Pour T, donc la T, ça sera
2π la racine carrée de R3 sur G fois MT. Et vous voyez là que à chaque rayon R lui correspond à une période. Et aussi, nous pouvons avoir une relation soit entre la période de révolution et le rayon de l'orbite circulaire. Donc, pour déterminer, pour un rayon donné, il aura une période de révolution T. Et aussi, de là, à partir de cette, on essaie de faire une lecture que V est égal à la racine carrée de G fois MT sur R. Donc nous voyons que pour avoir un orbite circulaire de rayon R, on doit lui communiquer une vitesse V correspondante. Et plus le rayon est grand, plus la vitesse, vous voyez là, elle est petite. Donc là, c'est l'étude. Donc il nous reste quelques applications. On va la voir dans une application, dans un exercice d'application. On commencera tout à l'heure. Donc, en résumé de cette partie-là, pour faire une étude, ce qu'on appelle les compétences exigibles, c'est exploiter des informations relatives à la mesure de temps et justifier l'évolution et la définition de la seconde. Donc là,